comme le dit Paul Pasquali, on n'a pas affaire à une méritocratie, mais à une héritocratie, et que l'égalité des chances, c'est un leurre. Les transclasses sont parfois mis en vitrine comme exemple de réussite pour masquer le fait que la reproduction sociale, avec son cortège d'injustices, est extrêmement puissant. La valorisation de l'ascension sociale, c'est parfois un écran de fumée qui vise à masquer l'injustice et l'immobilisme des sociétés. Comme je dis, le problème, c'est pas de passer les barrières individuelles en solo, mais de les abolir pour tous. Le libre arbitre, ça consiste à penser que l'on agit sans aucune cause, sans aucune détermination. Parler de libre arbitre comme un pouvoir de choix dans l'absolu, je dirais que c'est parler pour ne rien dire, puisque, il y a toujours quelque chose qui nous détermine. Et toute la question, c'est de savoir si ce qui nous détermine nous écrase, hein, ou si ce qui nous détermine nous exprime. On a trop tendance dans nos sociétés à faire porter le poids de la reproduction sur l'école, à considérer que c'est l'école qui peut tout ou qui est impuissante. C'est souvent une pensée, je dirais, un peu facile, qui économise une réflexion sur le fonctionnement de la société en général. La transclasse peut avoir la lutte des classes à l'intérieur de lui-même. Et donc, il est dans une position difficile. Est-ce qu'on ne déchoit pas lorsqu'on monte, hein, sur le podium et qu'on s'en sert pour écraser, mépriser les autres? Est-ce qu'on ne se dégrade pas moralement? C'est ça la vraie question du transclasse. Chantal Jacquet, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes philosophe et professeur émérite à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la philosophie moderne et de la philosophie du corps. Plus particulièrement, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui a eu un gros retentissement, Les transclasses ou la non-reproduction. Alors tout au long de cet entretien, on va essayer de, comprendre et contrer les discours omniprésents de méritocratie qui présupposent que tout le monde peut réussir dans la vie et dépasser sa condition sociale avec un peu de travail et que, bah, ceux qui échouent, soit ne sont pas talentueux, soit ne sont pas travailleurs. Vous êtes à l'origine, en fait, de ce terme de transclasse qu'on entend de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un transclasse? Alors effectivement, la notion de transclasse, c'est une notion que j'ai forgée parce que j'étais un petit peu insatisfaite de la manière dont on désignait ceux qui changent de classe sociale, en présentant soit cela sous la forme d'une ascension, soit sous la forme d'un déclassement. Et le terme de transclasse a été forgé précisément pour analyser les parcours, d'individus ou de groupes, sociaux qui franchissent les barrières sociales dans un sens ou dans l'autre. Alors trans, ça signifie évidemment l'idée d'une traversée, d'un passage, au-delà, et une traversée aussi des classes sociales. Ce qui implique aussi un regard sur ces classes sociales au moment du parcours. Alors pourquoi parler de transclasse, exactement? Eh bien précisément pour que l'on mette l'accent sur les passages, sur la difficulté du passage, qu'on essaye de le comprendre et qu'on sorte des schémas simplistes qui consistent toujours à présenter, les passages de classe, sous la forme d'une ascension, donc dans un sens, positif et laudatif, hein, valorisé, ou, au contraire d'un déclassement avec, l'idée, d'une perte, sociale, l'idée d'une forme de déchéance. Donc je voulais sortir de ce schéma-là. Donc on va développer, bah, tout au long de l'entretien, tous ces points-là. Juste pour qu'on soit bien clair, donc on peut donc bien aussi parler de transclasse quand on a, le cas d'une personne, issue de la classe moyenne qui s'élève vers une classe, disons, bourgeoise avec un fort capital économique. Alors effectivement, les parcours de transclasse peuvent être assez, variés. Ce qu'il y a de plus, spectaculaire, c'est le parcours de quelqu'un qui ne dispose d'aucun capitaux et qui les accumulerait tous, c'est-à-dire, qui partirait d'une situation de pauvreté, aussi bien matérielle que culturelle, symbolique, et qui se retrouverait, dans la classe, bourgeoise, avec, un capital, économique, culturel,
social et également symbolique fort, mais ça peut, désigner aussi des parcours, dont l'amplitude est moindre. Par exemple, le changement de la petite classe moyenne vers la grande bourgeoisie ou inversement de la très grande bourgeoisie, vers, la classe ouvrière. Donc ça se fait dans les 2 sens, hein. Alors la question aussi qui peut se poser, c'est qu'on peut avoir des parcours qui ne consistent pas en une sorte de cumul de capitaux. Par exemple, on peut avoir des transclasses que j'ai appelées les transclasses un peu par la classe, c'est-à-dire par l'école, qui vont acquérir un capital culturel, mais pas forcément le capital économique, qui serait, à la hauteur de leur diplôme. Ou on peut avoir des transclasses, par exemple par le sport ou par l'art, qui vont, pour ce qui concerne ceux qui, sortent de leur classe sociale, par le biais du sport, ils ont d'abord un capital économique. C'est plus problématique parfois en ce qui concerne le capital culturel et ils sont, souvent moqués justement, en et discrédités d'une certaine façon en disant que ce sont des parvenus, des néo-bourgeois, dont, les ressources intellectuelles sont moindres. Est-ce qu'il y a beaucoup de transclasses? Est-ce que c'est un parcours qui est relativement fréquent? Alors, les statistiques sont évidemment variables en fonction des époques et en fonction des pays. Bon, actuellement, par exemple, en France, on a, une statistique qui est à peu près constante. C'est 7 enfants, d'ouvriers, sur 10 ou 7 enfants de la classe bourgeoise sur 10 reproduisent le même schéma, social que leurs parents. Donc, le pourcentage de transclasse est faible, 3 sur 10, et il y a une variation aussi, selon qu'on est un homme ou une femme. C'est-à-dire que, les femmes connaissent un parcours, de transclasse moins fréquent en ce qui concerne ce qu'on appelle communément l'ascension que les hommes. C'est 28 pour les hommes par rapport à leur père et 21 pour les femmes. Mais si on compare, par rapport à la mère, évidemment, pour les femmes, ce sera meilleur que leur mère, que le pourcentage, de leur mère, des générations précédentes. Alors ça, c'est quelque chose qui est, à peu près constant en France, donc 7 sur 10. Mais par exemple, aux États-Unis, qui est censé être le pays de l'American Dream, la mobilité sociale est bien plus faible, hein. Elle est plus grande dans les pays scandinaves, par contre. Alors, puisqu'on parlait statistiques, on a préparé un certain nombre de graphiques que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, en téléchargement sur le site Elucide, gratuitement, sur la mobilité sociale. Alors, dans ce premier graphique, bien, on observe la proportion, de personnes au fil du temps, qui n'ont pas de mobilité, sociale, en orange ou une mobilité plutôt horizontale. En vert, la trentaine de pourcents qui a une mobilité ascendante, donc les enfants ont un statut supérieur, une catégorie socio-professionnelle supérieure à celle de leurs parents, et en rouge, ceux qui ont une catégorie inférieure à celle de leurs parents. Sur ce deuxième graphique, ici, on demande aux gens de situer leur catégorie par rapport à celle de leurs parents. On aperçoit qu'à peu près 40 des gens considèrent qu'ils ont une catégorie supérieure à celle de leurs parents. Sur le graphique suivant, alors là, on regarde le devenir au fil du temps des générations. Donc, quand on regarde ici, les enfants dont le père est cadre ont 47% de chances de devenir un cadre, alors que les enfants d'ouvriers ne sont que 9% à être cadres et 48% à être ouvriers. Donc on voit bien ce que vous disiez tout à l'heure, la reproduction sociale est extrêmement forte, et ça on le voit sur ce graphique suivant. On regarde le diplôme qui est obtenu en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents. Donc les enfants d'enseignants ou de cadres vont être 40% à avoir un diplôme Bac+5. Et évidemment, la différence est colossale par rapport aux enfants d'ouvriers qualifiés ou non qualifiés, dont 50 à 60% n'ont pas un diplôme de niveau bac. Encore un graphique sur la composition sociale des grandes écoles en France. Donc on voit que toutes les grandes écoles sont très largement trustées par les enfants de cadres. Quand on voit tout ça, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de mobilité sociale? Qu'est-ce qui fait que celui qui naît dans un milieu social défavorisé a de fortes chances d'y rester? Alors évidemment, cette mobilité sociale est problématique dans la mesure où, ce qui domine, c'est la reproduction, et ça peut se comprendre parce qu'un enfant, en naissant, heu, n'a rien ou n'est rien pour ainsi dire. C'est-à-dire que, quelles que soient ses dispositions, à supposer qu'il ait, des qualités innées, si elles ne sont pas,
développées. Si elles ne sont pas cultivées, elles resteront lettres mortes. Donc, en ce sens, le milieu familial joue un rôle décisif, du moins dans la petite enfance, et à un double titre, au niveau économique, parce que en fonction du milieu, on aura des dispositions pour pouvoir continuer des études ou pour pouvoir s'orienter ou se retourner en cas de problème. Mais ce sont aussi des dispositions culturelles qui sont développées par le milieu, et notamment l'apprentissage de la langue, le fait qu'en fonction des ressources économiques, on peut offrir des séjours linguistiques, des séjours à l'étranger, qu'on peut élargir sa culture. Et le problème essentiel est lié aussi au fait que, en fonction du milieu d'origine, on sera au fait de tous les possibles, on pourrait dire, de toutes les opportunités ou non. C'est-à-dire que, dans un milieu où la reproduction sociale est très, très forte, c'est-à-dire où, en gros, les parents, sont destinés à être ouvriers, employés, ou salariés, dans des petites entreprises, l'imaginaire des enfants va être à la mesure de celui des parents. Et donc, si on n'a pas les codes, si on ne sait même pas qu'existent des grandes écoles, des filières, comme c'est le cas dans la grande bourgeoisie, par exemple, bien, on n'aura même pas l'idée de faire des parcours. Donc, ce qui manque, c'est pas seulement les ressources matérielles, mais également toutes les ressources culturelles, tout le jeu de relations aussi, le jeu de relations sociales, qui va permettre, par exemple, à quelqu'un qui aurait, dans un milieu social donné, peu de diplômes, eh bien, de retrouver une seconde chance à travers des relations qui vont ou des rencontres qui vont être décisives. Donc ça joue énormément, et c'est la raison pour laquelle cette reproduction permanente, le fait que les classes sociales perdurent et soient statiques, eh bien, c'est une des causes essentielles du fait qu'il y a pas du tout de mobilité. Est-ce que ce phénomène que vous décrivez a toujours existé dans l'histoire? Alors, il existe, on ne peut pas dire qu'il a toujours existé au sens où, pour que l'on puisse parler de transclasse, il faut qu'il y ait des classes sociales, et quand on était dans une société d'ordre, par exemple en France, avant la Révolution, évidemment, quelles que soient, les, les qualités, quelles que soient, les aspirations, quand on était dans un ordre, on ne pouvait pas le franchir. Donc pour qu'il puisse y avoir des transclasses, il faut être dans un système de classe sociale, c'est-à-dire un système où on a aboli les ordres, ou un système où on aura aboli les castes infranchissables. Mais à partir du moment où on est dans le cadre, et c'est essentiellement dans le cadre du capitalisme que se constituent les classes sociales, à travers les différences de positions, dominants-dominés, c'est-à-dire ceux qui n'ont d'autres ressources pour vivre que de vendre leur force de travail, et ceux qui vont exploiter ceux qui sont dans cette situation de, de misère. Eh bien, à partir du moment où il y a des classes sociales, effectivement, la question de la mobilité se pose, et il va y avoir quelques variations à la marge, mais en général, eh bien, cette mobilité est extrêmement faible. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Vous avez employé le mot capitalisme, mais justement, on nous explique que dans le modèle capitaliste dans lequel on vit, eh bien, il y a des capacités assez larges pour que l'individu puisse s'émanciper grâce à la liberté. Est-ce que ça signifie qu'on a dépassé la barrière de l'immobilité sociale ou pas? Alors déjà, pour pouvoir perdurer, un système produit un certain nombre d'idées, d'idéologies qui lui permettent de se stabiliser. Autrement dit, si dans le système capitaliste qui est fondé effectivement sur cette opposition des classes, cette lutte des classes qui n'est pas forcément toujours active, elle peut être plus ou moins en sommeil et se réactiver en fonction aussi de l'évolution de la situation, eh bien, pour pouvoir préserver une position, il faut nécessairement euh, éviter les révoltes, les rébellions, et donner de l'espoir. Et donc, dans le sein même du capitalisme, dans le sein même d'une reproduction, on a tout à fait intérêt
à permettre des cas de non-reproduction qui donnent la possibilité à ceux qui sont dominés de changer de situation de façon partielle. Donc, en ce sens-là, l'idée de mobilité sociale, elle est répandue, elle est orchestrée aussi par ceux qui ont intérêt à donner l'idée que si, au fond, on se donne la peine, si on fournit des efforts, eh bien, on pourra à son tour être en position dominante. Et inversement, si on ne fait pas d'efforts, eh bien, on sera responsable de son destin. Donc, il y a aussi cette idée que la mobilité sociale est le fait des individus, elle est de leur responsabilité et ainsi, eh bien, chacun aura la place à proportion de ses efforts et sera sanctionné par rapport à ses efforts. On l'a dit tout à l'heure, mais le fait de changer de classe, ça reste une exception. La règle, c'est plutôt l'immobilité, sociale. Dès lors, qu'est-ce qui fait que, certaines personnes arrivent à se libérer, de cette détermination de leur classe sociale? Alors effectivement, la règle, c'est celle de la reproduction, mais elle a qui a bien été mise en avant par Bourdieu et Passeron, hein, et il ne s'agit pas du tout dans mon travail de le contester. Néanmoins, il existe des cas qu'on appelle des cas d'exception, et que je préfère appeler des écarts plutôt que des exceptions, sur lesquels Bourdieu et Passeron ne sont pas focalisés, mais qui sont intéressants parce que ça montre comment il faut penser de concert reproduction et non-reproduction. Et ces cas qui sont pensés comme des exceptions sont souvent destinés à confirmer la règle, d'une part, mais aussi peut-être qu'il faudrait les penser autrement que comme des exceptions, dans la mesure où quand on dit que quelque chose est exceptionnel, c'est qu'il est hors norme et on ne peut pas en rendre raison. Ça donne l'impression que c'est presque magique, c'est presque miraculeux. D'ailleurs, Bourdieu lui-même dit qu'il était miraculé, hein, par rapport à ce qui était sa trajectoire sociale prévisible, compte tenu du fait qu'il venait d'un milieu à peu de ressources, capital économique faible et culturel faible. Néanmoins, s'il y a des cas qui sont comme des écarts, il faut essayer de les penser. Il faut essayer de les penser, à trouver la règle de ce qui apparaît comme un dérèglement par rapport à la reproduction. Et quand on se penche justement sur ces cas, et c'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce que l'on en dit, c'est-à-dire généralement on présente ça comme le fruit d'un génie personnel, du talent, des efforts, avec la fameuse formule qui résume tout: «Quand on veut, on peut», c'est-à-dire qu'on présente la volonté comme toute puissante. En réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ainsi que se produisent des parcours de transclasse, ne serait-ce que parce que la notion de volonté, c'est une sorte de mot magique qui recouvre un processus complexe, parce que pour vouloir, il faut bien vouloir quelque chose, il faut désirer quelque chose. Toute volonté est volonté de quelque chose, il faut donc au moins avoir l'idée d'un modèle autre que celui de la famille. Or, ça pose déjà un problème. Si on se retrouve dans une famille pauvre où le seul modèle qu'on a sous les yeux, c'est celui d'une vie dans la classe ouvrière, d'une vie d'employé, d'une vie de petit agriculteur, mais comment peut-on avoir l'idée d'autre chose, hein? Ça, c'est la première question. Donc, il faut qu'il y ait d'autres modèles, des modèles alternatifs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand bien même on voudrait une alternative, quand bien même on aspirerait à un monde meilleur, à un autre sort, encore faut-il en avoir les moyens. Désirer sans en avoir les moyens, c'est finalement faire preuve d'une sorte de volonté qui resterait toujours velléitaire ou lettre morte parce que on n'aurait pas les moyens économiques, culturels qui viennent derrière. C'est la raison pour laquelle penser ces parcours, c'est penser non seulement des modèles alternatifs, c'est penser aussi les moyens d'accomplir ces modèles alternatifs, c'est-à-dire des institutions qui soient des institutions économiques, par exemple des aides, des bourses, mais aussi des moyens qui soient des moyens culturels, parce qu'il ne suffit pas de donner des moyens économiques, il faut pouvoir aussi euh, apprendre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire aussi avoir des enseignants, par exemple, qui soient disposés à
se mettre à la portée de ceux qui, dès le départ, ne disposent pas d'un capital culturel très, très ample. Oui, mais alors, quand on vous écoute, on se dit que toute cette histoire de méritocratie qui revient très fréquemment dans le discours néolibéral qui truste les ondes, donc la méritocratie, ça n'existe pas vraiment? Beh, c'est une fiction. C'est une fiction qui peut être utile, pour pouvoir, gouverner, hein, d'une certaine façon, parce que, la méritocratie, en fait, c'est cette idée que, heu, la position de chacun dans la société vient sanctionner les qualités et les efforts personnels. Le mérite au sens, 1 ça désigne meritum, c'est le salaire ou la récompense. Donc on parle de mérite pour, désigner, la récompense qui est due à ceux qui ont fourni des efforts, qui, ont développé leurs qualités personnelles et on se sert de cette notion de mérite précisément, pour, valoriser, ceux qui auraient accompli l'ascension sociale et puis, justifier la posture de ceux qui restent au bas de l'échelle sociale en disant qu'ils ont démérité parce qu'ils n'ont pas suffisamment fourni d'efforts, ils sont paresseux et cetera. Mais si on y regarde bien de plus près, c'est pour ça que je dis que c'est une fiction, comment, arriver à, discerner le mérite personnel? Heu, si on raisonne logiquement, hein, heu, les qualités de chacun, à supposer qu'on puisse, considérer que chacun a des qualités, les qualités de chacun, on dirait qu'elles sont soit innées, soit acquises. Plaçons-nous dans le cas où chacun aurait des dispositions, des qualités innées. Mais dans ce cas-là, la personne n'a aucun mérite puisque, en réalité, ça lui a été donné à la naissance sans qu'il ait à fournir d'efforts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la question du mérite, qui était beaucoup discutée en théologie, a donné lieu à des débats, très, forts, puisque certains théologiens considéraient que la notion de mérite, c'était une imposture, hein. Que n'as-tu, qui n'ait été donné? Et si ça a été donné, pourquoi fais-tu comme si cela n'avait pas été donné? Disaient certains théologiens. Autrement dit, si c'est donné, bon, on doit rendre grâce à Dieu, on rendre grâce à la nature, mais il n'y a aucun mérite. Et si c'est acquis? Si nos qualités ne sont pas innées mais acquises? Ou s'il y a une part d'acquis, malgré l'inné? Eh bien, dans ce cas-là, comment démêler ce qui revient à soi, ce qui revient à la famille, ce qui revient aux rencontres, ce qui revient aux institutions? En effet, le cas des enfants sauvages, qui est analysé par, Lucien Malson, bah, ces enfants sauvages ne se développent pas tout seuls. Quel que soit leur potentiel, on pourrait dire inné, eh bien, ils n'arrivent pas à parler, ils arrivent à peine à se nourrir et donc nous voyons bien que dans ce cas de figure, les, les trajectoires qui sont accomplies, lorsqu'elles paraissent fulgurantes, lorsque quelqu'un est, soi-disant en bas de l'échelle sociale, avec ses parents et puis, va, par ascension sociale, monter sur le podium, le plus haut, eh bien, nous voyons bien que, il est impossible de démêler la part qui leur revient, heu et la part qui revient, heu, à l'environnement, à l'entourage, aux rencontres. Et donc, je dirais que quand quelqu'un affirme qu'il a du mérite, je dirais que c'est un ingrat parce qu'il oublie finalement tout ce qu'il a tissé, tout ce qu'il a constitué, tout ce qui lui a fait la courte échelle d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, quand on isole un individu et qu'on dit qu'on a du mérite, on oublie qu'un individu, c'est aussi une coproduction de la famille, des rencontres, du social. On ne peut pas penser les individus comme séparés, comme des entités où on pourrait considérer voilà, ce qu'ils ont fait tout seuls. Nous nous faisons toujours avec les autres ou contre eux, mais nous ne pouvons pas nous faire sans eux. Mais est-ce que ça veut dire que les transclasses étaient, déterminés à le devenir? Alors on peut dire que d'une certaine manière, ils étaient déterminés à le devenir, mais il faut distinguer 2 types de déterminisme et là je me fonderai sur la philosophie de Spinoza. Il y a ce que Spinoza appelle, la contrainte, hein, une nécessité contrainte, un déterminisme qui prend le nom de contrainte lorsqu'on est déterminé de l'extérieur, autrement dit conditionné de l'extérieur. Et puis il y a une détermination, un déterminisme interne, une nécessité interne où l'on est cause, des faits, hem et
Donc, en ce sens-là, pour Spinoza, on est toujours dans un régime de déterminisme, mais selon que ce déterminisme est interne ou extérieur, eh bien, on aura affaire à une nécessité qu'il appelle libre ou à une nécessité contrainte. Dans le cas des transclasses, ben, comme dans le cas de tout individu, nous sommes toujours soumis à des déterminismes internes et externes. Et dans le cas d'un transclasse qui quitte son milieu social défavorisé, on peut dire qu'il y a toute une série de déterminations externes, hein, qui vont jouer. Par exemple, l'importance des institutions. Est-ce qu'il y a des aides économiques, des aides culturelles ou pas, hein? Est-ce que dans la famille, on a autorisé ce transclasse futur à quitter le milieu? Est-ce qu'on a eu, par exemple, un désir pour lui d'une vie meilleure, ou est-ce qu'on a voulu le maintenir dans la même place, en disant que ce serait un renégat ou un traître s'il voulait, par ambition, euh, quitter son milieu et marquer des distances avec lui? Ces discours-là jouent énormément, donc ce sont aussi des discours qui pèsent sur l'individu. Selon que les parents ont aussi un désir de revanche sociale ou pas, selon qu'ils propulsent l'individu. Détermination aussi contrainte, par exemple, si un enfant est considéré comme un vilain petit canard parce que il est mal aimé, parce que il a une orientation sexuelle qui ne convient pas au milieu ambiant, eh bien, on va avoir tendance à l'expulser, à désirer qu'il s'en aille. Donc, ces facteurs-là jouent. Et puis, il y a aussi la ressaisie que peut faire un individu de sa propre trajectoire, c'est-à-dire le fait que il désire lui aussi une vie meilleure. Il rencontre des individus qui lui donnent l'idée d'autre chose, l'idée d'un ailleurs, par exemple, et notamment à travers les rencontres amicales ou amoureuses. Donc, qui vont être un moyen de propulsion aussi. Donc, il est toujours difficile de déterminer ce qui est un déterminisme interne ou externe, mais en tout cas, je dis souvent, on ne part pas tout seul. On est mis à la porte, on est porté par son milieu, et parfois les deux en même temps. Mais est-ce que ça signifie dans ce contexte que le libre arbitre n'existe pas? Alors, dans ce contexte, on peut, et dans tout contexte, le libre arbitre, c'est souvent une fiction, hein. Le libre arbitre, ça consiste à penser que l'on on agit sans aucune cause, sans aucune détermination. Mais personne n'agit sans raison. Autrement dit, on est toujours déterminé par une motivation quelle qu'elle soit. Lorsque l'on se met à agir, on agit en raison soit d'une cause extérieure qui nous incite à agir ainsi, soit en raison d'une cause intérieure qui nous motive à l'action. Donc, parler de libre arbitre comme un pouvoir de choix dans l'absolu, je dirais que c'est parler pour ne rien dire, puisque il y a toujours quelque chose qui nous détermine. Et toute la question, c'est de savoir si ce qui nous détermine nous écrase, hein, ou si ce qui nous détermine nous exprime, hein. Lorsque je suis déterminée, par exemple, par des raisons et j'agis en connaissance de cause, bien, c'est bien ma connaissance qui me détermine à agir, hein, et dans ce cas-là, eh bien, ma liberté s'accroît. En revanche, si je suis déterminée à mon insu en me croyant libre, mais je ne fais qu'exaucer finalement des désirs qui ne sont pas les miens, hein, si pour complaire à mes parents, finalement, je fais des études qui ne me conviennent pas, je pourrais croire que j'ai choisi, mais qu'en réalité, on a choisi pour moi sans que je sache, d'une certaine façon. Ah oui, mais si, on adapte une vision moniste où le corps et l'esprit sont la même chose, où on ne serait finalement que de la matière, hein, qui serait, gérée par de la causalité, est-ce que la, volonté individuelle, ne serait pas elle-même causée? Autrement dit, elle serait inexistante, qu'il n'y aurait pas vraiment de volonté individuelle? Alors, si on se place dans le cadre d'un cadre moniste comme celui de Spinoza, où il n'y a qu'une seule chose, c'est l'être humain, et l'esprit et le corps désignent cet être humain quand on le conçoit sous l'attribut de l'étendue, hein, quand on le conçoit comme matériel, ou cet être humain quand on le conçoit sous l'attribut de la pensée, c'est-à-dire quand on le conçoit comme esprit, hein, on pourrait simplement dire que oui, tout est déterminé. C'est-à-dire que de la même manière que, par exemple, notre corps est déterminé par nos appétits, eh bien, nos volontés sont des volontés de quelque chose. Elles sont déterminées également par des situations antérieures, par des idées qui sont ancrées en nous, par exemple. Et donc, en ce sens-là, il n'y a pas de volonté toute seule.
La volonté, c'est une espèce de fiction ou de résumé de volonté particulière. Il n'y a pas de volonté dans l'absolu, il y a des volontés particulières de ceci ou de cela. Et donc, si on dit qu'une volonté est volonté de quelque chose, il faut penser la relation à ce quelque chose qui nous détermine d'une certaine manière. Venons-en un peu à l'école dont on a commencé à parler. Donc à l'école, mais d'ailleurs dans les champs sociaux en général, on met énormément en valeur le travail, en disant: «Ouais, c'est un gros travailleur, un gros bûcheur», ou le don. «Ah bah, c'est quelqu'un, quel talent, quel». Alors si on regarde, c'est quand même 2 choses qui sont finalement assez opposées, le travail et le don. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, la notion de don, ça paraît quelque chose comme une sorte de fiction miraculeuse, c'est-à-dire, mais qui a donné, hein? Comment peut-on dire que quelqu'un a un don? Très souvent, ce terme sert à désigner le fait qu'on constate des résultats dont on ne s'explique pas, exactement la cause et donc, on recourt à une sorte, de fiction. C'est un don, hein, ou c'est du génie, ou, c'est du talent et ce sont des mots qui sont mis sur une ignorance la plupart du temps. Bon. Donc, si on veut, comprendre, comment les individus sont déterminés, heu, il faut ressaisir tout le processus, par lequel, un enfant se constitue, c'est-à-dire la manière dont on lui parle, la manière dont il se développe, dans quel contexte et dans ce cas-là, par exemple, quand on constate des différences à l'école, il faut se poser la question de savoir d'où viennent ces différences et comment, par exemple, lorsque ces différences peuvent avoir des effets, nocifs sur, les résultats scolaires, comment faire en sorte de remédier à, à ces difficultés? Et en ce sens-là, la question du travail, l'opposition entre ils sont doués, donc dans ce cas, ils n'ont pas besoin d'école, on pourrait dire d'une certaine façon et le fait qu'on mette les enfants soi-disant doués ou hyper doués, à l'école, ça prouve bien qu'on a besoin de l'école et que donc c'est pas un don, que c'est quelque chose qui est travaillé. Bon, c'est u et si, on considère que tout, est lié à l'opposé au travail, donc il y a pas de don initialement, eh bien la question qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi, certains, heu, s'efforcent et ne produisent pas de résultats et pourquoi certains n'arrivent même pas à produire des efforts? C'est là la vraie question. Parce que très souvent, on sanctionne les enfants, par des notes qui valorisent soit, entre guillemets, «leur don», hein, encore une fois, qu'on m'explique de quoi il s'agit, soit leur travail. Mais la vraie question, c'est celle de savoir pourquoi y a-t-il des enfants qui s'efforcent et qui ne parviennent pas, malgré leur travail, à des résultats et pourquoi certains n'arrivent même pas à s'efforcer, hein? Et là, il faut se poser aussi la question du contexte, de la manière, dont on a pu valoriser, par exemple, l'étude. Si vous entendez, dans votre famille que c'est important l'étude, si, on vous en donne déjà du plaisir en vous lisant des choses ou en vous valorisant lorsque vous avez mémorisé des choses, lorsque vous pouvez réciter quelque chose, inventer une petite fable, vous serez déjà disposé par votre éducation à attendre de l'école des bénéfices, et voir dans l'école quelque chose de plaisant. Si en revanche, vous disposez d'un vocabulaire, limité, si, vous avez, des problèmes de concentration parce que autour de vous, les gens sont préoccupés par leur sort, parce que, problèmes économiques et cetera, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, vous arriverez à l'école, comme une sorte de matière inerte, hein, sans désir, et dès lors que, vous allez, faire une mauvaise rencontre, c'est-à-dire avec quelqu'un qui dira: «Bah, il est pas doué», vous serez enfermé dans une case, il y aura un verdict et vous ne serez pas incité à vous développer. Donc c'est ça le vrai problème pour moi. C'est pas tellement savoir si on est doué ou si on fait des efforts, c'est savoir, qu'est-ce qu'on fait de ceux qu'on appelle généralement les déméritants, hein? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont même pas la force de s'efforcer? Alors, pour les aider, vous expliquez que, les conditions, socio-économiques, favorisent la possibilité, de devenir transclasse, qu'avoir une école qui fonctionne, avoir des bourses d'études pour,
pour mener à bien justement ces études pendant de longues années. C'est quelque chose de très important. Mais au final, c'est vrai qu'on entend souvent que, le libéralisme permet l'émancipation de l'individu, mais dans ce cas, on se dit que finalement, ce qui est de plus, c'est aussi la redistribution, monétaire comme non monétaire. Alors la question de la redistribution effectivement est centrale. Parce que, les conditions économiques, et les conditions culturelles sont décisives. Les conditions économiques, on voit bien parce que, sans les moyens d'entreprendre, des études, et des études, longues, très souvent, le désir de savoir se commue en malheur de ne pas pouvoir, hein, ça c'est clair. Mais il ne suffit pas, au fond, que les conditions économiques, soient plus justes et pour tous, plus équitables, avec une meilleure redistribution uniquement sur le plan matériel. Parce qu'en réalité, on prend conscience que, ce qui joue aussi dans les institutions, c'est la mise en place d'un travail, culturel. Je prends rien qu'une illustration. Quand dans les après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place les écoles normales d'instituteurs qui étaient destinées à recruter par concours, des enfants de classes populaires, ayant de bons résultats à l'école, hem et ce concours, offrait des bourses et des études payées à ces enfants dans des écoles normales avec des professeurs qui étaient entièrement, dévolus à la tâche de les former. On a eu des résultats assez spectaculaires. Lorsqu'on a modifié le statut des écoles normales, en continuant toujours à recruter par concours et à donner une bourse, mais en mettant ces enfants de classe populaire dans les lycées ordinaires, on s'est aperçu que ces enfants réussissaient moins bien, hein, parce qu'ils n'avaient plus un environnement culturel propice, des professeurs à leur disposition. Et donc, il est important aussi de comprendre que c'est pas seulement des moyens économiques, mais aussi un environnement culturel, le fait d'être incité, à aller au théâtre, au cinéma, à lire, à discuter des lectures, à échanger, et être coupé du milieu, d'origine dans lequel, finalement la culture peut être, si ce n'est très pauvre, mais en tout cas, c'est pas la culture qui, va pouvoir être monétisée dans un parcours de transclasse, hein. Une culture populaire qui a sa valeur propre, mais qui va être, heu, une forme de handicap qui va se retourner contre l'individu puisque, il n'aura pas les bonnes références, il ne saura pas manier le grec et le latin, heu, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment décisif. Mais en même temps, dans une société, simplement mettre en place des conditions économiques et sociales qui seraient propices aux enfants des familles populaires, ça ne suffit pas. Parce que, sur le fond, Heu, en réalité, on ne change pas les conditions économiques et sociales du milieu environnant qui est décisif. Et donc pour un enfant qui va, s'en sortir, eh bien, on sacrifie la cohorte des autres et surtout la cohorte des familles qui, elles, sont maintenues dans des conditions précaires. C'est pourquoi, pour moi, la vraie question, c'est pas celle de fabriquer quelques transclasses de plus, de passer heu, de de 3/10 à, 5/10, même 7/10. Le problème, ce serait effectivement de faire en sorte que, chacun puisse, vivre, de telle sorte qu'il actualise toutes ses potentialités, c'est-à-dire de passer à 10/10, hein, d'une certaine façon. Parce que, faire société, c'est aussi donner à chacun la possibilité, de faire, tout ce qu'il peut, d'une certaine façon, hein. Et il est clair que si on met les moyens, simplement sur une petite partie et qu'on laisse les autres, on produit de la souffrance. On produit aussi de la souffrance, et on se donne l'impression que, avec bonne conscience, qu'on a été juste parce qu'on a quand même permis à certains de s'en sortir. Puisque vous en avez parlé, qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'école? Puisqu'on peut y voir, tantôt une institution répressive et tantôt plutôt, une ouverture, à l'émancipation. Tout dépend de la manière dont l'école est conçue et elle joue le double rôle, c'est-à-dire à la fois elle est, et Bourdieu l'a très bien montré, est un instrument de reproduction, sociale puisque, d'ailleurs ce qui est assez frappant, c'est que les enfants des professeurs, ont souvent des cursus, très brillants, parce qu'ils connaissent tous les codes, hein. Donc l'école, est un instrument de la reproduction, mais comme d'autres institutions, il ne s'agit pas du tout de la stigmatiser. Et en même temps, à l'intérieur de ce système qui
occasionne de la reproduction. Tous les professeurs ne sont pas simplement des courroies de transmission, ils peuvent jouer un rôle qui est tel que ça peut infléchir les trajectoires. Et Bourdieu lui-même, qui est très critique à l'égard de l'école, confesse qu'il n'y a pas de parcours d'étudiant qui n'ait été marqué par un grand professeur, et lui-même reconnaît sa dette à l'égard de ceux qui l'ont formé. Donc l'école a toujours un rôle ambivalent, hein. Elle peut être à la fois un instrument de la reproduction la plus massive, notamment lorsque, au fond, elle donne la possibilité aux héritiers de renforcer leur héritage, en leur donnant, les moyens finalement, de reproduire de génération en génération, et c'est souvent le cas des grandes écoles, une position sociale privilégiée. Mais, en même temps, sans école, on ne voit pas comment, ceux qui ne disposent d'aucun capital culturel, pourraient avoir, la possibilité de s'émanciper. Donc tout dépend de la manière dont l'école est conçue. Est-ce que c'est un instrument qui vise d'abord à sélectionner, hein, les meilleurs, ou est-ce que c'est un instrument qui vise à élargir le potentiel de chacun? C'est ça la vraie question. Et au-delà, je dirais que on a trop tendance dans nos sociétés à faire porter le poids de la reproduction sur l'école, à considérer que c'est l'école qui peut tout ou qui est impuissante. Donc soit on la valorise, soit on la sanctionne. Mais c'est souvent une pensée, je dirais, un peu facile, qui économise une réflexion sur le fonctionnement de la société en général, hein. L'institution qu'on remet en cause, c'est l'école. On ne remet pas en cause la hiérarchie dans les entreprises, on ne remet pas en cause le fait de faire une échelle salariale qui soit telle qu'on garantit un revenu vraiment minimum à certains, et d'autres peuvent donc avoir des revenus, je qualifierais d'indécents, hein, par rapport à ceux qui ont à peine des ressources pour vivre. On ne remet jamais en cause d'autres institutions. Or, c'est un problème social et politique global, et donc il faut se poser la question de savoir quelles sont les institutions, d'une manière générale, par exemple dans le travail ou dans la société en général, qui permettent des trajectoires telles que, en réalité, chacun puisse s'épanouir, ou chacun puisse actualiser toutes ses potentialités. Dans votre ouvrage d'ailleurs, pour montrer, la puissance, que peut avoir, l'école et je dirais même les enseignants dans l'émancipation, vous citez une étude qui a été, réalisée, sur une école en Savoie. Vous pouvez nous raconter cet exemple qui est assez éloquent? Alors, c'est effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, durant la période qui vont des années 45 à 70, c'est un petit village de Savoie, d'une cinquantaine d'habitants, où la plupart vivaient en dessous du seuil de pauvreté, et qui a connu l'existence de transclasses improbables initialement, puisque avant la guerre, il n'y en avait pas, hein. Et ensuite, euh, on a constaté à travers 3 générations que l'école a joué un rôle décisif, ou en particulier 2 institutrices qui ont donné les codes aussi pour poursuivre les études, qui ont donné les informations aux parents, les ont persuadés, qui ont persuadé les parents de donner une chance à leurs enfants, de ne pas les mettre tout de suite en apprentissage à l'usine, ou de reprendre l'élevage parental. Ces institutrices ont fait en sorte que les enfants passent les concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs, qui se situe en troisième, et de sorte que ces enfants pouvaient avoir leurs études payées, hein. Et sur 50 habitants, on a eu la surprise de découvrir que plusieurs d'entre eux, plusieurs enfants de cette école, sont devenus agrégés de philosophie. Donc il y en a 4 dans ce lot. D'autres sont devenus instituteurs massivement. Et c'est un phénomène qui a cessé après les années 70, lorsque, d'une part, ces écoles normales n'ont plus donné une formation spécifique aux enfants,
en les prenant dans un cadre culturel à part. Lorsqu'ils ont été mis en lycée, ils n'ont disposé que d'une bourse. Et ensuite, quand le concours en troisième a été supprimé, c'est-à-dire lorsqu'il a eu lieu après le baccalauréat, plus aucun enfant n'a pu faire ce parcours. Donc ça montre bien qu'il peut y avoir un rôle décisif des institutions scolaires et économiques. Cela dit, ce sont, une partie des gens du village qui ont pu échapper à ce destin, mais les autres sont restés sur place et toujours vivant, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, bien sûr, il ne faut pas présenter ces transclasses comme l'arbre qui finalement cacherait la forêt. Néanmoins, ça montre que, les choses ne sont pas définitivement, jouées d'avance si on veut se donner la peine de, réfléchir aux moyens, de changer les orientations, de changer les parcours. Alors c'est vraiment un bel exemple sur l'école, hein. Mais est-ce qu'on pourrait, aujourd'hui refaire aussi facilement ce genre d'exemple? Ou est-ce qu'il y avait déjà à l'époque des conditions qui ont permis, ce petit miracle dans l'exemple que vous avez cité? Alors, en fait, l'histoire ne se répète pas ou alors il faudrait qu'on ait les mêmes conditions. Ce qui a rendu possible, ces parcours, c'est le fait que, les institutrices, en question elles-mêmes, avaient été issues des milieux populaires. Elles avaient été elles-mêmes recrutées dans ces écoles normales auparavant et de ce fait, elles étaient bien plus à même de parler aux classes populaires et surtout, eh bien, les enfants à l'école pouvaient s'identifier à elles, les reconnaissaient comme étant des membres, à part entière de cette communauté villageoise et donc elles pouvaient incarner un espoir et dans un enfant, ce qui joue, c'est le fait d'avoir d'autres modèles, mais de désirer cet autre modèle, de pouvoir s'identifier d'une certaine façon. Et si, on a affaire à des enseignants qui ne vous ressemblent pas, alors c'est pas évidemment la différence peut jouer aussi, il faut qu'ils ne ressemblent pas totalement, mais si on a affaire à des enseignants qui ne vous ressemblent pas ou, qui ne savent pas vous parler, forcément, les aspirations à un autre modèle de vie, ne vont pas éclore. Notamment le fait qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde sociologiquement le corps des enseignants, il n'est pas constitué par, des professeurs des écoles issus des classes populaires. On a vu une très grosse évolution avec une féminisation du métier, mais par exemple des femmes de cadre qui devenaient enseignantes à temps partiel, pour avoir une sorte de revenu et dans ce cas-là, eh bien, elles ont parfois eu beaucoup plus de mal à parler aux classes populaires que ne pouvaient l'avoir, ces institutrices, initialement, issues elles-mêmes de milieux populaires. Donc cela joue, au fond, la sociologie du monde enseignant. Il faut qu'elle soit à l'image aussi de ces classes populaires, d'une certaine façon. Pour finir sur l'école et histoire de montrer que les gens ne sont pas dupes, j'avais envie aussi de vous partager ce sondage, puisqu'on a demandé aux gens, est-ce que vous pensez il existe une égalité des chances à l'école? Et on voit que la moitié des gens répondent qu'en effet, il n'y a pas d'égalité des chances pour eux. Et ce qui est plus drôle, c'est que c'est 60 des cadres qui ont bien conscience, qu'il n'y a pas d'égalité des chances. Oui, c'est frappant, ce qui montre bien que, comme le dit Paul Pasquali, on n'a pas affaire à une méritocratie, mais à une héritocratie et que l'égalité des chances, c'est un leurre. On voit aussi que les transclasses font l'objet de beaucoup de récits, dans la littérature. Vous citez, pas mal d'exemples, mais aussi au cinéma, dans les séries. Ça fait partie de notre imaginaire commun. Mais, on peut aussi se demander si, il ne serait pas une sorte d'alibi, pour le système politique, de façon à, bah, mettre, sous le tapis, tout le sujet, des rapports de classe, des conflits de classe? Effectivement, les transclasses sont parfois mis en vitrine comme exemple de réussite pour, masquer, le fait que la reproduction sociale, avec son cortège d'injustices, est extrêmement puissant dans les sociétés et je pense que la prolifération, actuellement de récits de transclasse, c'est symptomatique de l'immobilisme des sociétés. C'est-à-dire on met en avant ces récits, précisément parce qu'il ne se passe rien sur le fond dans la société. C'est-à-dire qu'il y a un immobilisme généralisé, sous couvert de réformes puisque les inégalités n'ont jamais été, aussi grandes et je crois que, les figures de transclasse, sont souvent, récupérées, par, le milieu politique comme, des instruments privilégiés
pour justifier l'ordre social, pour montrer qu'il n'est pas aussi injuste. La preuve en est que certains, sujets brillants ont pu, grâce à leur, «mérite» entre guillemets, franchir les barrières de classe. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème et c'est la raison pour laquelle la valorisation de l'ascension sociale, c'est parfois un écran de fumée, qui vise à masquer l'injustice et l'immobilisme des sociétés. Ça, c'est clair et je crois que la difficulté du transclasse, c'est précisément de savoir comment il se situe par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il entre dans cette logique de valorisation qui, permet de justifier l'ordre social, et ou bien est-ce il reste critique? Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que, c'est pas nécessairement une ascension, si on regarde d'un point de vue, éthique ou d'un point de vue politique, puisque, par moment précisément, on peut, monter économiquement ou culturellement, mais déchoir, je pourrais dire, éthiquement, lorsque, on se sert de sa position privilégiée pour écraser ceux qui sont restés derrière. Ça, c'est aussi une vraie question. Que fait le transclasse de son parcours? Lorsqu'il a bénéficié finalement de sa famille, de ses amis, de l'école qui, lui ont fait la courte échelle? Est-ce qu'il devient une espèce de suppôt de la reproduction à tout crin, en disant que puisqu'il s'en est sorti, ben, l'ordre social est juste? Ou est-ce qu'il, aide d'autres, à passer aussi les barrières de classe? Est-ce qu'il leur fait la courte échelle? Comment est-ce qu'il se positionne? Justement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de transclasses connus? Par exemple Bourdieu, le premier, l'un des premiers er transclasses, paradoxalement, qui a confessé le fait qu'il était un transfuge de classe, c'est Bourdieu et paradoxalement, il s'est intéressé à la reproduction et pas à la non-reproduction et précisément la manière dont il a pensé son parcours comme transfuge de classe ne m'a pas complètement, convaincue parce que le transfuge, c'est celui qui fuit et du même coup, la notion de transfuge de classe devient quelque chose de péjoratif. On a fui un milieu parce qu'on considérait qu'il était, inférieur, pénible. Alors qu'on puisse désirer fuir une mauvaise condition économique, c'est une chose, mais fuir les gens qui, vous ont, nourri, aidé ou qui, vous ont, fait la courte échelle, ça pose un peu plus de problèmes. Hem, alors des transclasses, célèbres, eh bien, évidemment, la prix Nobel de littérature Annie Ernaux puisque ce sont, ces récits, elle était pionnière en la matière, qui justement ont nourri notre réflexion et notre imaginaire parce qu'elle n'a pas joué le rôle de la transclasse, satisfaite d'elle-même, celle qui valorisait l'ascension. Elle s'est servie de sa position d'écrivaine pour, donner la voix à ceux qu'on n'entend jamais, hein, faire place à ceux qui sont sans place, et notamment, dans cet ouvrage, La Place, elle revient précisément sur sa famille, sur son père, sur la mort de son père et c'est particulièrement intéressant parce qu'elle montre, comment une trajectoire de transclasse, c'est une trajectoire aussi qui est faite de tiraillements. Heu, Elle reprend la formule de Genet: «Écrire, c'est tout ce qui reste quand on a trahi», puisqu'elle vit ce passage comme une trahison. Alors c'est pas la seule, revendication, qu'elle peut avoir, l'idée de trahison, hein. Elle dit simplement elle estime qu'elle a une dette envers ceux, qui lui ont permis cette ascension et donc écrire, c'est le don reversé pour elle. Donc, bon, ces 2 exemples-là que je vais développer effectivement dans mon livre, c'était des exemples, empruntés à la société française, mais il y en a bien d'autres, et notamment, par exemple, aux États-Unis où, les parcours de transclasse combinent aussi différentes déterminations. C'est-à-dire que, ça peut être des parcours, qui sont liés, aussi, à l'orientation sexuelle, l'orientation de genre, à ce qu'on appelle la race, et je pense en particulier à des trajectoires comme, celle de John Edgar Weinman, qui a quitté le ghetto, noir de Pittsburgh pour devenir, d'abord universitaire, puis ensuite écrivain. Et ce transclassé est particulièrement intéressant parce que, il, noue un dialogue avec, son frère Robbie, qui lui n'a pas eu la même trajectoire puisque, Robbie, à la suite d'un braquage qui a mal tourné, finit en prison, à vie, hein. Et dans son livre, «Suis-je le gardien de mon frère?» C'est Brothers and Keepers en américain, hem, dans son livre, eh bien, il analyse ces trajectoires si différentes et il essaie de comprendre pourquoi, heu, 2 frères
qui ont vécu dans la même famille, avec les mêmes conditions économiques, ont pu avoir des parcours aussi différents. Ce qui montre bien que même si les conditions économiques et sociales, les institutions jouent un rôle décisif, il faut prendre aussi en compte dans ces parcours les différences fines, la position dans la famille, les affects, la manière dont les parents ont des attentes. Donc tout cela joue, hein, aussi le genre. Euh, et voilà pourquoi tous ces récits sont intéressants parce qu'il faut entendre des voix singulières. On peut penser évidemment sous forme de statistiques, mais ça ne nous dit rien de la manière dont les trajectoires se sont finalement déroulées. Mais vous êtes vous-même transclasse. Comment est-ce que vous analysez votre propre parcours? Alors oui, je suis effectivement transclasse. Mais mon propre parcours, je l'ai d'abord analysé à travers le livre Les Transclasses parce que ça m'a permis en me décentrant de moi-même, de, comprendre ce qui joue dans les parcours, c'est-à-dire de penser une sorte de structure de passage, de processus qui puisse valoir dans tous les cas de figure, hein, heu et qui, se nourrissent des singularités. Donc, pour ma part, évidemment, ce qui joue, comme dans d'autres, parcours, c'est penser, une complexion, c'est-à-dire, à la fois, c'est-à-dire tous ces fils qui sont noués, c'est-à-dire le fait que, dans mon parcours, il faut prendre en considération, l'origine bien sûr, économique, de la famille, hein, donc un milieu très pauvre. On vivait en dessous du seuil de pauvreté, hein, à maintes reprises. Mais aussi le fait que, je suis originaire non pas d'une grande ville ou même d'une banlieue, mais d'un petit village de montagne. Je suis une femme, je suis née dans la période où, il y a eu aussi des institutions, économiques mises en place, système de bourse pendant les Trente Glorieuses. Tout cela, ça joue dans les déterminations, qui vont, rendre possible un parcours. Alors, si j'ai écrit les transclasses, c'est aussi un instrument d'intelligibilité pour mon propre parcours et c'est peut-être une propédeutique à un travail, que j'entreprends, même s'il est encore bien inabouti, d'auto-sociobiographie ou de mémoire, voilà, qui n'est pas encore au point. Et sur ce point, je voudrais dire que j'ai tout particulièrement, admiré, puisqu'on parlait de transclasse, célèbre, je ne sais pas si elle est célèbre et c'est peut-être pas son objectif, mais j'ai beaucoup apprécié le livre de Rose-Marie Lagrave, Se ressaisir, où, elle aborde de manière sociologique son parcours, comme si elle était une étrangère, en mettant en avant toutes les déterminations qui ont pu jouer dans sa trajectoire. Et c'est un exemple remarquable parce que, bon, parmi les récits, il y en a qui sont vraiment des récits hagiographiques, de transfuges victimaires et qui, d'un seul coup, deviennent spectaculaires et ont pris leur revanche sociale. C'est extrêmement difficile effectivement de comprendre, toutes les déterminations qui jouent dans un parcours. Il faut nouer les affects, aussi, les relations, amoureuses, amicales, tout l'intime, l'histoire, personnelle et l'histoire collective qui se nouent et qui se marient, plus ou moins harmonieusement dans les trajectoires. Il y a quelques minutes, quand on parlait de ces histoires de frères issus d'une même famille qui avaient des trajectoires très, très différentes, dans les raisons, vous avez cité les affects. Et c'est vrai que cette notion est très présente dans vos travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quel rôle ils jouent dans le dépassement de nos conditions? Alors les affects, d'une manière générale, ça désigne pas simplement, ce qu'on appelle vulgairement les sentiments ou les émotions. Nous sommes des êtres qui sont perpétuellement affectants et affectés. Je reprends ce concept à Spinoza. Les affects, ça désigne, toutes les modifications physiques et mentales qui, augmentent, diminuent notre puissance d'agir. La puissance d'agir de notre corps, de notre esprit. Autrement dit, nous sommes sans arrêt modifiés par des causes extérieures et nous les modifions en retour. Autrement dit, nous sommes sans arrêt affectés et affectants. Et selon le retentissement intérieur de cette modification, eh bien, nos affects vont se colorer de joie, hein, si je prends le cas de Spinoza, lorsque notre puissance d'agir est augmentée, hein, et d'amour, lorsque cette joie est référée à une cause extérieure qui a alimenté notre puissance, ou au contraire de tristesse lorsque nous diminuons notre puissance d'agir, lorsque nous sommes affectés de telle sorte que notre puissance d'agir va être contrariée, et de haine aussi, ou de ressentiment face aux causes qui peuvent diminuer cette puissance d'agir. Alors ces affects,
vont jouer un rôle décisif. Pas tout seul, bien sûr, puisque j'ai insisté aussi sur les conditions économiques et sociales, les institutions, la famille, l'école, ou les rencontres. Mais ces affects jouent un rôle décisif, puisqu'ils vont nourrir notre énergie, ils vont nourrir notre puissance. Si on a un désir de justice, par exemple, de prendre une revanche sociale, bah, ça va alimenter, ça va pas être la cause première, mais ça va nourrir la trajectoire dans les moments de découragement. Si on a aussi, ça peut être aussi du ressentiment, des affects tristes, le désir de venger une humiliation, par exemple, de prouver qu'on n'est pas le moins qu'Orien, stigmatisé par tous. Donc il peut y avoir toute une série d'affects, comme la honte aussi, qui peut être un affect qui joue un rôle décisif, parce que la honte peut nous pousser à nous cacher, à nous terrer, mais elle peut aussi nous pousser à prendre des revanches, à prouver de façon éclatante que nous ne sommes pas un être à humilier, mais au contraire un être riche, plein de splendeur, qui avait été insoupçonné. Donc les affects sont effectivement une énergie considérable. Mais quand on vous écoute dans ces exemples, on se demande si, finalement, on peut devenir transclasse, un peu comme ça, par hasard, par accident, ou si il faut, être animé d'une ambition, très forte? Alors, il n'y a pas de hasard, je dirais. Le hasard, c'est souvent, l'ignorance des causes qui ont présidé à une trajectoire. C'est pour ça que dans mon travail, j'ai voulu insister sur le fait qu'il n'y a pas une cause, comme l'ambition, par exemple, ça c'est une sorte de mot valise, mais il y a un faisceau de causes. Encore une fois, une ambition, ce qu'on nomme ambition, c'est insuffisant parce que, là encore, une ambition, c'est l'ambition de quelque chose. Donc il faut des modèles alternatifs. Julien Sorel n'aurait pas qu'on décrit sous les traits de l'ambitieux, il n'aurait pas pu avoir d'ambition si historiquement il n'avait pas eu sous les yeux des modèles comme celui de Napoléon au départ. Il se dit: «Je vais faire carrière par les armes, je vais faire carrière aussi», le modèle ecclésiastique. Il essaye d'imiter l'abbé, absorbé et dévot, hein. Ou carrière aussi, comme c'était le cas à l'époque, par la séduction, des femmes qui, vont, propulser dans un autre milieu. Donc il y a des modèles, donc une ambition est toujours ambition de quelque chose, c'est pour ça que ça suffit pas. Donc il faut penser un faisceau, qui fait que, on ne sortira de cette idée que c'est du hasard, de la chance, la bonne fortune. Il faut penser un faisceau de détermination, c'est ce que j'ai appelé une complexion, hein, complectere, c'est nouer ensemble, hein, c'est nouer ensemble des fils. Nous sommes rattachés aux autres par des fils et ces fils, nous les nouons et nous les dénouons sans cesse pour tramer notre existence, hein. Je prends cette métaphore-là parce que ça montre bien que notre puissance d'agir, elle est, au carrefour de tous ces fils, des fils, qui sont les fils familiaux, les fils sociaux, les fils économiques, les fils politiques, les fils affectifs, les rencontres, toute une série de déterminations qui se combinent pour pouvoir produire une trajectoire. Alors évidemment, on ne peut pas dire d'avance: «Je vais être transclasse». On ne peut comprendre ces déterminations que rétrospectivement, hein. C'est un peu ce que disait Hegel, «La chouette de Minerve ne s'envole qu'à la tombée de la nuit». Autrement dit, il faut attendre que quelque chose se soit, constitué pour pouvoir en analyser les causes. On ne peut pas forcément le prédire de façon, absolue, d'avance, hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser, voilà, les causes qui ont pu jouer dans les trajectoires, parce que ça peut amener à mener d'autres types de politiques et à prendre en considération aussi des facteurs insoupçonnés. Au sujet des transclasses, notre imaginaire commun aime bien les présenter comme, bah, évidemment, des modèles de réussite, mais comme si tout était simple, facile, alors que la réalité, parfois, est quand même plus nuancée. Est-ce que les transclasses ont des facilités, à intégrer leur nouvelle classe sociale, ou est-ce qu'ils sont toujours dans une espèce d'entre-deux? Alors, par définition, le transclasse, comme c'est un être de passage, heu, il est dans l'entre-deux, d'une certaine façon. Il est dans l'entre-deux puisque, en réalité, il appartenait à un monde qu'il a, en partie quitté, je dis en partie et j'y reviendrai, pour entrer dans un autre monde. Mais ces trajectoires-là, elles ne se font pas de façon linéaire, ne se font pas, en ligne, directe, comme si on allant d'un point de départ vers un point d'arrivée. Elles se font par,
je dirais par ligne brisée, par détour parfois, et puis par aller-retour. Autrement dit, un transclasse, même si, sa trajectoire, dans le cas le plus simple, le conduit à s'intégrer dans son nouveau milieu, il n'empêche qu'il est marqué par une histoire, qui n'est pas la même que ceux qu'il fréquente, une histoire, qui peut hanter sa mémoire, une histoire aussi, qui fait qu'il est un être hybride d'une certaine façon, puisqu'il a toute une série, d'habitudes, antérieures, ce que Bourdieu appelle aussi l'habitus, de dispositions qui lui viennent de son milieu d'origine, qu'il transplante dans le milieu d'arrivée, donc il les met en travail et ça produit, parfois un métissage, ça produit aussi des tensions parce qu'elles peuvent être contradictoires, entre les us et les coutumes d'un milieu et de l'autre, entre la langue, entre les positions, économiques et sociales d'un milieu et celles de l'autre, il peut y avoir précisément des contradictions. Et c'est pour ça que je disais que parfois qu'un transclasse peut avoir la lutte des classes à l'intérieur de lui-même. Et donc, il est dans une position difficile, puisqu'il il s'est écarté de son milieu d'origine. Et quand bien même il voudrait y revenir, ou quand bien même il ne le renierait pas, il ne peut pas prétendre qu'il est resté le même. Son capital économique a parfois changé, son capital culturel aussi, son capital social, ses relations ont changé. Et donc, même s'il est fidèle à son milieu d'origine, il ne peut pas prétendre qu'il est identiquement le même. Donc, c'est une posture qui est une posture, on pourrait dire, d'inconfort, une posture qui fait qu'on met en travail l'identité. C'est pour ça que je dirais que le transclasse montre qu'il y a une forme de désidentification et par rapport au milieu d'origine et par rapport au milieu d'arrivée, parce qu'il ne va pas forcément reprendre les us et coutumes de son milieu d'arrivée, soit parce qu'il ne les connaît pas bien, il commet des impairs, soit parce qu'il les trouve odieuses aussi. Et donc, il pourra rester inadapté. Mais en même temps, cette position-là, qui est une position d'entre-deux, c'est une position intéressante parce que c'est un observatoire aussi des mondes sociaux. C'est une position qui amène à prendre de la distance vis-à-vis des identités établies et surtout des identités sociales qu'on a tendance à confondre avec les identités personnelles. Heu, on peut dire que être ouvrier ou être patron, c'est des qualités d'emprunt. Ce ne sont pas des qualités personnelles. On peut continuer à subsister sans être, ouvrier ni patron et c'est pourquoi ça ne fait pas partie de nous-mêmes d'une certaine façon, hein. Et ça, un transclasse peut le comprendre, pour peu qu'il veuille réfléchir, peut comprendre au fond ce caractère, extrêmement contingent, factuel et factice des identités sociales, le fait qu'elles sont totalement fabriquées et que, du même coup, eh bien, se détricoter d'une certaine manière, ça permet de comprendre au fond ce qu'on veut être réellement. C'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on va garder comme disposition, lesquelles finalement apparaissent comme pesantes, de quoi faut-il se défaire d'une certaine manière pour pouvoir être libre. Parce que les classes sociales sont aussi des carcans avec des postures imposées, avec leur conformisme d'une certaine manière. Donc être dans une position d'entre-deux, c'est pas forcément être écartelé, c'est aussi avoir la possibilité de se défaire, de se déprendre et de finalement de se reprendre, se ressaisir autrement, quoi. Oui, mais alors quand ils sont dans cette situation, comment ça se passe psychologiquement, d'un point de vue de la reconnaissance de son identité pour un transclasse? Évidemment, selon les parcours et selon les personnes, ça va être extrêmement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un prototype, pourrait-on dire. C'est pour ça que j'ai pensé une posture d'entre-deux, mais elle peut incliner à s'adapter le plus possible au milieu d'arrivée et à rompre avec, le milieu d'origine. Et dans ce cas-là, bon, la forme peut-être de cet entre-deux, ça sera ce que Bourdieu appelait l'habitus clivé, c'est-à-dire que, on laisse de côté on s'efforce de laisser de côté les dispositions antérieures, même si elles viennent frapper à la porte, hein. C'est une posture qui est extrêmement, je dirais, coûteuse d'un point de vue psychologique parce que, elle consiste à faire du passé table rase, mais le passé on peut pas faire l'économie de son passé et très souvent, les transclasses qui ont voulu dissimuler leurs origines parce qu'ils en avaient honte ou parce qu'ils se sentaient bien dans le milieu d'arrivée, parce qu'ils avaient fui leur milieu d'origine, sont rattrapés par l'histoire et notamment au moment de la mort des parents, hein.
c'est un peu, par exemple, le cas de Didier Ribon qui revient à Reims, un peu comme une sorte de revenant, de fantôme, précisément parce que ces origines-là frappent à la porte. Mais il y a aussi des transclasses qui essayent de s'adapter chaque fois au milieu auquel ils ont affaire, c'est-à-dire que quand ils reviennent dans le milieu d'origine, essayer de parler comme ils parlaient auparavant, même si parfois il y a quelque chose d'un peu factice parce que leur langue a changé, hein. Mais pour se faire adopter et reconnaître, eh bien, il va falloir montrer patte blanche d'une certaine manière et en même temps, aussi, montrer qu'on est devenu différent parce que parfois, précisément, dans le milieu d'origine, on peut valoriser ses parcours et donc on veut aussi des signes, d'appartenance à l'autre milieu, hein. Donc c'est toujours une question de discernement, hein, ou de la même manière, dans le milieu d'arrivée, à la fois on demande des gages, on a l'impression que le transclasse est un imposteur, que c'est un parvenu, qui n'est pas parfaitement intégré. Donc on va sans arrêt, déplacer les systèmes de distinction. On aura beau avoir tous les diplômes, avoir l'argent, mais ce ne seront pas des vrais de vrais, d'une certaine façon, inscrits dans une lignée. Et donc, il va y avoir effectivement peut-être, dans ce cas-là, une forme de mise à l'épreuve, de rejet, de mépris, hein, qu'on peut voir quand on désigne les transclasses comme des parvenus ou des embourgeoisés. Il peut y avoir aussi une forme d'admiration, c'est-à-dire, et puis, de bonne conscience à exhiber un transclasse près de soi quand on est riche parce que ça montre qu'on est capable d'ouverture, sociale, d'une certaine façon. Donc il y a toute une série de configurations, qui vont être, aussi, fonction des rencontres dans les milieux. Donc il y a pas de posture, on pourrait dire, absolument fixe et déterminée. Alors, puisqu'on parle psychologie, c'est vrai que on parle souvent du moi comme si c'était une entité évidente, alors que le moi est largement défini par un regard extérieur, par un sentiment d'appartenance, disons exogène. Est-ce que cette crise identitaire que traversent les transclasses n'est pas la preuve qu'il faut remettre en question ces discours individualistes, voire narcissiques, sur l'existence d'un moi singulier? Alors tout à fait, je pense que les transclasses accomplissent un mouvement plus radical que tous les individus d'une certaine manière, mais que chacun a à parcourir, qui est un mouvement de remise en cause de l'ego. Parce qu'il n'y a pas d'ego sans alter ego. Autrement dit, on ne peut pas penser l'individu sans d'autres individus. On est toujours dans le transindividuel, dans la circulation. Et c'est pourquoi un moi qui sera un moi substantiel, constitué par un noyau dur, c'est une illusion. Nous sommes des êtres de relation. Et de ce point de vue-là, je crois que le transclasse, c'est l'exemple même ce que Pascal déjà avait montré du caractère non substantiel du moi, hein, puisqu'il est un transclasse est sans arrêt amené à se définir, à se redéfinir, à se tisser, à se tramer. Et du même coup, ça montre qu'il n'y a pas de moi fixe, stable et que cette notion de moi ou d'identité fixe, c'est une illusion, qui a été sans doute fabriquée par des sociétés extrêmement individualistes, et qui procèdent par abstraction. C'est-à-dire on coupe les individus, de tout ce qui fait leur chair d'une certaine manière, c'est-à-dire, toutes les relations au monde. Donc, c'est pas parce que nos corps, et nos esprits, enfin nos corps occupent, une position distincte des autres dans l'espace que du même coup nous ne sommes pas reliés aux autres, par des fils ténus ou des fils beaucoup plus perceptibles, que l'on peut, voir notamment dans les relations affectives. Donc en ce sens-là, s'intéresser aux transclasses, ça permet de, découvrir ce que chacun a peut-être, du mal à découvrir, c'est-à-dire le fait que les identités, ce sont des fictions, sont des manières de figer des postures qui sont sans cesse en mouvement. Et donc, on peut apprendre aussi, à travers, les cas particuliers des transclasses, quelque chose sur la condition humaine tout entière. C'est-à-dire le fait que nous sommes faits de briques et de brocs, que nous n'avons pas forcément une grande cohérence. Nous sommes, une sorte, d'assemblage de déterminations. Certaines apparaissent plus constantes, mais en réalité, nous sommes sans arrêt mobiles, nous sommes sans arrêt en train de nous défaire et de nous refaire, malgré, l'idée que tout est déjà fait d'avance et tout est déjà fixe d'avance. Comment font les transclasses pour se situer politiquement, puisque leurs intérêts de classe sont finalement beaucoup plus flous que pour des non-transclasses?
Alors c'est une vraie question, c'est la question, qui pour moi me paraît au cœur des parcours de transclasse, au-delà des glorifications personnelles ou, au contraire du sentiment d'humiliation lorsque, le parcours se fait en sens inverse. Heu, il me semble que la vraie question qu'un transclasse a à se poser, c'est, qu'est-ce qu'il fait de son parcours? Qu'est-ce qu'il fait de son parcours? C'est-à-dire que est-ce que, ce parcours est un parcours qui politiquement, heu, est, est la panacée? Est-ce que c'est un parcours qui est à promouvoir? Heu, ou est-ce que c'est un parcours qui, est à, manipuler avec précaution, dans la mesure où il va faire l'objet d'une récupération politique? Donc, pour moi, ce qui fait finalement la valeur d'un parcours, si on a à parler de valeur, c'est pas que ça soit une ascension ou un déclassement d'un point de vue économique, culturel, ou relationnel. Ce qui fait la valeur d'un parcours, c'est la manière dont, quelqu'un qui aurait quitté la grande bourgeoisie ou quelqu'un qui aurait, quitté, la condition ouvrière, c'est la manière dont il va se positionner dans la société pour faire en sorte qu'il y ait, plus de justice. C'est ça qui est décisif et de ce point de vue-là, je dis souvent que quelqu'un qui est un héritier, par exemple, et qui, va perdre, va avoir un revers de fortune et va, connaître, la misère ou une condition ouvrière, ce que l'on appelle un déclassement, ça peut être pour lui, finalement, l'occasion de conquérir, un autre type d'existence, un autre mode d'être, plus ouvert, aux autres, dans le partage parfois. Je pense en particulier à ceux qu'on a appelés les établis, qui ont quitté, c'était souvent des étudiants, des maoïstes, qui par conviction politique, qui ont quitté parfois la grande bourgeoisie pour aller travailler en usine aux côtés des ouvriers, partager leurs conditions pour essayer d'éveiller la conscience de classe. On peut dire oui, ils ont déchu d'une certaine manière, mais est-ce qu'au fond, ils ne se sont pas élevés? Hein? Est-ce qu'on ne s'élève pas finalement dans la partager une condition qu'on ne connaît pas, en s'ouvrant à un autre milieu et en essayant de faire en sorte qu'il y ait plus de justice? Et inversement, est-ce qu'on ne déchoit pas lorsqu'on monte, hein, sur le podium et qu'on s'en sert pour écraser, mépriser les autres? Est-ce qu'on ne se dégrade pas moralement? C'est ça la vraie question du transclasse et c'est la question politique par excellence et c'est pas une question qui, qui appelle à une réponse unique parce qu'effectivement, on va avoir des transclasses qui sont conscients, qui ont encore une conscience de classe, c'est-à-dire qui ont conscience qu'ils viennent d'un milieu, par exemple défavorisé et qui vont faire en sorte que les conditions changent pour tous, hein. Puis on va avoir des transclasses, mais qui vont s'installer dans la position dominante, hein, comme parfois certains contremaîtres qu'on a utilisés comme, ce qu'on appelait les valets du capital et qui sont d'autant plus, pernicieux qu'ils connaissent la manière de manipuler les ouvriers puisqu'ils parlent le même langage et ont vécu autrefois la même condition. Donc ça, c'est une vraie question. Mais du coup, est-ce qu'on doit souhaiter qu'il y ait de plus en plus de transclasses? Pour moi, c'est un faux problème parce qu'en réalité, comme je dis, le problème, c'est pas de passer les barrières individuelles en solo, mais de les abolir pour tous. Passer les barrières sociales, les barrières de classe en solo, même si, il y avait la moitié de la population qui, finalement devenait transclasse, bien sûr, on pourrait dire que c'est une amélioration et je ne veux pas nier qu'au niveau individuel, ça puisse être une amélioration, mais globalement, ça ne serait pas la panacée, ça ne serait pas le remède politique parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent? Hein? C'est vraiment la question décisive pour moi, la question que la méritocratie oublie tout le temps, hein. Comment gouverner avec ceux qu'on considère comme étant des moins que rien, heu, des exclus, hein? On ne peut pas gouverner qu'avec des élus. On ne peut pas gouverner, on ne peut pas vivre uniquement avec des élus. On doit vivre aussi avec ceux qu'on considère comme des moins que rien. Il faudrait peut-être bien, changer de regard et changer de regard, ça veut dire aussi donner les moyens, à chacun de, vivre une autre condition. Donc c'est pour ça que les politiques en faveur de la mobilité sociale me paraissent, à la fois, un remède et un poison. Un remède parce que ça peut, donner à plus de personnes la possibilité de vivre moins misérablement. Un poison parce que ça donne la bonne conscience et ça ne remet pas en cause foncièrement un ordre social qui est injuste. Et vous avez semblé le dire, peut-être un peu rapidement, mais est-ce qu'on peut vraiment abolir les classes? Bah, disons que d'abord des sociétés sans classe, il y en a qui ont existé d'une certaine manière. Alors évidemment, ce sont
dans le passé, je veux dire, hein, Lesquels, par exemple? par exemple, il y a des sociétés, qui ont été des sociétés dites primitives, fondées sur des communautés agraires où il n'y avait pas de classe sociale. Alors ce sont des petites sociétés et on a eu par exemple au Tchad, il y en a eu aussi il y a des communautés aussi en Amazonie, ce qu'on appelait les sociétés sans classe. Alors ce sont des sociétés qui ont disparu, qui étaient des sociétés, on pourrait dire, liées à des ressources, essentiellement, agricoles, chasse-cueillette et cetera, avec une communauté de travail, pas de propriété, privée, donc un partage, des revenus. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ces sociétés étaient des sociétés, justes à tout point de vue, hein. Je pense en particulier à une société au Tchad, qui fonctionnait sur le patriarcat, hein, donc abolir les classes sociales, c'est pas forcément abolir toutes les injustices, c'est une, mais pas toutes. Et puis il y a eu des tentatives, qui ont été faites, ponctuellement, bon, c'était un petit peu l'entreprise de la commune, même si ça n'a pas duré très longtemps. Des entreprises qui ont échoué aussi, on pourrait dire, dans les révolutions qui ont été faites, en Russie où il y a eu momentanément en tout cas, l'abolition des classes sociales, sans doute, pensée de façon insuffisante puisqu'on a reconstitué au fond, une nomenclatura et sous d'autres noms, maintenu les classes sociales. Mais on peut se poser la question de savoir comment les défaire. Effectivement, comment repenser un système de vie collective, qui ne soit pas fondé sur l'exploitation du travail. On peut ça impliquerait évidemment qu'on repense, un système monétaire autre, hein, système de la finance autre, pas seulement une redistribution, mais le fait que, on ne soit plus dans une société telle que quelqu'un n'ait d'autres ressources pour vivre que de vendre sa force de travail et donc se mettre à la merci, de quelqu'un qui va l'exploiter, qui va, faire du profit sur son travail. Ça, c'est la vraie question. Et si on ne réfléchit pas à cette question-là, eh bien, on sera toujours dans des ordres hiérarchiques. On sera toujours dans finalement, des espèces de remèdes, qui sont des rustines, mais qui ne permettent pas, finalement, aux hommes de vivre, dignement, d'une certaine manière. Eh bien, nous arrivons à la fin, de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors je vais vous surprendre parce que je ne vais pas du tout parler de la question des transclasses, même si ça en a déjà si ça a un rapport. Je voudrais vous parler du kodo. Le kodo, c'est l'art des fragrances au Japon. Heu, c'est un c'est l'art d'écouter les fragrances et je tiens à en parler parce que moi qui me suis intéressée au passage, j'ai puisé beaucoup de force intellectuelle pour penser le passage à travers justement, une réflexion sur les fragrances qui sont elles-mêmes le prototype du passager, de l'impermanent, de ce qui se diffuse, heu et ce qui, finalement va, symboliser le devenir. Et dans mon travail sur la philosophie de l'odorat, j'étais am ce sens mal aimé, j'ai été amenée à réfléchir sur ce qui pourrait valoriser l'odorat et généralement quand on veut réhabiliter un sens, on le réhabilite, par sa forme la plus haute qui est la forme artistique. Alors le kodo, c'est un art japonais qui consiste à rencontrer, des participants qui tous vont partager, l'amour des fragrances, vont se réunir pour respirer des fragrances de bois aromatiques, s'en imprégner et ensuite les faire circuler en ordre aléatoire et les reconnaître, à travers cette nouvelle circulation. Donc c'est un art de la rencontre, un art de la collaboration, un art, qui, est né, à la période, qui a eu son apogée à la période d'Edo, ça va du début du XVIIe siècle jusqu'en 1860 et qui, connaît un vif renouveau et cet art est splendide parce que, hem, ça rassemble des gens qui, célèbrent la magnificence de l'impermanence, hein. Et ces fragrances au départ quand, cet art de respirer les bois aromatiques, ces fragrances au départ étaient respirées par des guerriers, hein, ou des aristocrates, hein. Donc qui méditaient finalement sur le caractère passager, le caractère éphémère de l'existence, mais non pas se lamenter sur la finitude du monde, mais plutôt pour en jouir, pour jouir de l'instant et en ce sens-là, pour moi, ce codo qui veut dire la voix
de l'encens, c'est-à-dire ce mouvement de respirer le co, ce qui est odorant. Ce mouvement-là, il est à l'image de l'existence, dans sa fluidité, dans le fait qu'elle est fragile, mais qu'elle a aussi une grande splendeur, parce que ces bois aromatiques, ce sont des bois précieux en même temps, ils sont conservés comme étant des trésors au Japon, et ces bois s'envolent en fumée. C'est vraiment la métaphore de l'existence, impermanence et magnificence.